13 juin 98, 13 juin 2020, 22 ans depuis la création du franc congolais. Franc congolais qui était venu remplacer les nouveaux Zaïre. À l'époque, pratiquement tous les Zaïrois étaient des millionnaires avec une monnaie qui ne valait presque plus rien. Et à l'époque, un franc congolais était égal à $1. Aujourd'hui, un franc congolais, c'est $0. On parle de la dépréciation allant jusqu'à 1500%. Est-ce qu'il y a moyen de reprendre sa propre valeur? Comment reprendre le poil de la bête? On en parle avec Noël Echani-Modianvita. Bienvenue. Merci de me recevoir à Télé 50. Vous êtes économiste et nous apprenons même que vous avez été parmi les concepteurs du franc congolais à l'époque. Effectivement, je suis économiste. J'ai un doctorat en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine avec une thèse de doctorat portant sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. Mais j'ai dû faire aussi des études complémentaires, un MBA Masters of Business Administration à New York, avec spécialisation en banque et marché financier. J'ai travaillé dans les questions financières, non seulement en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York, mais également à la Banque mondiale pendant un total de 40 ans. Banque mondiale, 30 ans plus 10 ans de banque commerciale d'investissement donc à New York. Oui, j'étais parmi les concepteurs du franc congolais en 1900. On a commencé la conception en réalité en 1997, aussitôt que Mzee Laurent Désiré Kabila venait d'arriver ici. Et comment Mzee Kabila vous a découvert d'abord? Commençons par là. Au fait, il m'avait appelé, j'étais aux États-Unis, j'ai travaillé confortablement dans mes fonctions en tant que fonctionnaire international, mais il était entouré de gens qui venaient des États-Unis, André Kapanga, mais également Moïse Kongolo et Mawampanga Manananga, qui étaient dans son équipe, certains d'entre eux me connaissaient, ils savaient que le travail dans le secteur monétaire, le secteur bancaire, c'était ma spécialité. C'est avec ces gens-là qu'il a dû parler, il a dû obtenir mon numéro de téléphone, il m'avait appelé demandant que je puisse venir en urgence ici. Et quand je suis arrivé, il m'a demandé qu'il ne voulait pas voir les Zaïre monnaie. C'était une monnaie qui était dégueulasse, qui n'avait aucune valeur, qui avait perdu la crédibilité au sein de la population, et il fallait qu'on puisse la remplacer aussitôt que possible. J'ai compris la raison principale pour laquelle il était pressé pour changer la monnaie, c'est non seulement le fait que le Zaïre monnaie ne conservait pas de valeur, mais parce qu'il y avait l'effigie du maréchal Mobutu un peu partout. Il sentait que lui, en tant que nouveau président de la République, son autorité était en quelque sorte bafouée s'il continuait à avoir en circulation une monnaie qui portait l'effigie de son prédécesseur. C'est comme ça qu'il m'avait demandé d'aller à la Banque centrale, d'organiser avec d'autres collègues là-bas, à la Banque centrale, au ministère des Finances, de mettre en place la commission de réforme de la monnaie. Et nous avons conçu le franc congolais. Et j'avais d'ailleurs annoncé aux côtés du ministre Mampanga, je crois que c'était à la fin du mois de juillet 1997, la conception réussie du franc congolais et les décompositions monétaires qui allaient donc de 1 cent jusqu'à 100 francs congolais. Et nous avions déterminé le taux d'échange pour commencer. Le taux d'échange était donc de 1 franc congolais égal à 72 cents d'$, ou en d'autres termes, $1 égal à 1,3 francs congolais. Et sur base de quoi vous arrivez à fixer ces taux? À l'époque déjà, est-ce qu'il y avait production? Mzee venait d'arriver, on nous parlait que Mobutu avait laissé tout pratiquement dans un état chaotique, et vous venez d'arriver, vous créez une monnaie, vous fixez ces taux-là. Comment ça pouvait passer à l'époque? Oui, l'économie du Congo était dans un état chaotique. Vous vous rappelez qu'à l'époque, on avait même des zones monétaires. Des zones monétaires, il y avait des parties de la RDC qui utilisaient l'ancien Zaïre, d'autres qui utilisaient le nouveau Zaïre. Il y avait des coins de la République qui acceptaient les billets de 5 millions de francs congolais et d'autres qui n'acceptaient pas. Donc c'était un désastre. Il y avait 4 zones monétaires au total sur l'ensemble du territoire national. Après avoir conçu la monnaie, il y a des mathématiques, des formules mathématiques qu'on a dû utiliser pour arriver à fixer ce taux-là. Et nous avions pensé que c'était un taux plus proche de la réalité. En tenant compte du taux déjà du Zaïre monnaie par rapport au dollar, nous avions estimé que partir avec un taux de $1 égal à 1,3 francs congolais, c'était réaliste. Et on pensait que s'il y avait dépréciation monétaire dans les années qui allaient suivre, on pouvait peut-être maintenir le taux dans les limites de $1 égal à 1 franc congolais, dans ces limites-là. Mais je suis choqué
de constater qu'aujourd'hui, 22 ans plus tard, aujourd'hui, la monnaie s'est dépréciée de 150 000%. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut changer $1, on obtient 1950 à 2000 francs congolais. Quand vous divisez 1950 par 1,3 francs congolais, qui était le taux donc, de départ, vous allez trouver que les taux de dépréciation monétaire avoisinent environ 150 000%. Donc c'est un cas d'échec monétaire remarquable. Noé Chani, vous qui étiez à l'époque, vous l'êtes encore économiste avéré, chevronné, comment pensiez-vous déjà que ces taux pouvaient rester stables longtemps alors que les pays ne réunissaient pas tous les paramètres requis pour stabiliser une monnaie? Est-ce que ce n'était pas naïf de votre part? Non. Ou peut-être pour faire les beaux yeux au président Laurent Désiré Kabila, au fait Kabila, pour qu'il accepte votre travail? Non, pas du tout. Vous savez, lorsqu'on a une monnaie, quel que soit le taux de départ, il faut que le pays puisse produire. Et il y avait engouement pour des investissements étrangers entrés en République démocratique du Congo. Si vous vous rappelez, il y avait beaucoup de compagnies étrangères qui signaient des contrats avec la RDC qui avaient l'intention de pouvoir investir ici. Investir, ça veut dire relancer la production nationale. Et je crois qu'au départ, le président Laurent Désiré Kabila avait la bonne volonté de pouvoir remettre l'économie congolaise donc sur les rails. Il y avait un afflux d'investisseurs privés dans le domaine minier. Il avait lancé des programmes pour pouvoir relancer la production donc, agricole, l'élevage et la pêche. Donc, tous les paramètres étaient réunis pour que le Congo puisse repartir à partir de zéro, avec une production accrue, avec une économie nationale fonctionnelle. Il s'est fait qu'il y a eu des ordres. Il y a eu des ordres, non seulement les guerres qui ont suivi, mais également la gouvernance n'a pas suivi. Parce qu'au-delà des discours, il fallait que sur le terrain, qu'on puisse assister à la véritable mise en place de ce que j'appelle un état de droit fonctionnel, la mise en place d'un bon environnement propice aux investissements privés, qu'on puisse assister au traitement de tous les Congolais de la même façon, au rassemblement de tous les Congolais derrière cette vision de développement que prenait donc le chef de l'État. C'est toutes ces conditions-là qui devaient faire que le pays devait produire et devait avoir une monnaie qui allait soutenir donc la valeur sur le long terme. Malheureusement, très tôt, on a réalisé que le discours n'a pas été accompagné d'effets sur le terrain, d'actions concrètes. Et c'est comme ça que la monnaie a commencé à perdre donc la face. Mais au-delà de cela aussi, il y a eu la question de la gouvernance de la Banque centrale. Vous savez, quand vous avez une monnaie qui doit conserver de la valeur, il faut que le leadership de la Banque centrale soit crédible pour inspirer confiance et pour entraîner tout le monde derrière cette monnaie-là afin que les gens puissent soutenir la monnaie. Je crois que les erreurs ont commencé à être commises aussitôt qu'on a mis en place donc, le nouveau leadership de la Banque centrale pour remplacer le leadership donc, qui avait géré donc, le Zaïre. Les gens ont vite constaté que peut-être qu'au niveau des compétences, on n'avait pas les compétences qu'il fallait pour gérer une véritable monnaie. Une certaine opinion pense qu'à tout moment, dans vos analyses, vous tirez souvent sur ce qui gère la Banque centrale. Certains pensent que vous avez un problème personnel avec ces gestionnaires ou même vous serez tenté d'envier ces postes. Non, pas du tout. Ce n'est pas une question d'envier. En tant que Congolais, je peux avoir droit donc d'espérer réaliser d'occuper n'importe quel poste dans mon pays. Vous savez, je vous ai toujours dit que je peux être planton, je peux être nettoyeur, je peux être ministre, je peux être Premier ministre, je peux même être président de la République ou gouverneur de la Banque centrale. Donc, il n'y a rien de mauvais donc, dans tout cela. Mais je peux dire qu'il faut qu'on soit réaliste. Si on veut vraiment analyser la situation d'un pays, connaître qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous puissions prendre des actions correctives dans l'avenir, il faut qu'on fasse un diagnostic qui est sincère. Je peux dire par exemple qu'à l'époque, lorsqu'on nommait Jean-Claude Massangou comme gouverneur de la Banque centrale, il n'était pas la personne la plus qualifiée pour diriger la Banque centrale. Et je vais m'expliquer. Comme formation, il était ingénieur mécanicien qui avait fait une année supplémentaire de MBA aux États-Unis. Ce n'était pas suffisant pour diriger la Banque centrale, même s'il venait de la Citibank, où il a occupé pendant très peu de temps des fonctions de directeur général. Au moment où tous les Américains partaient, il fallait trouver un Congolais pour diriger l'institution, donc Citibank, ici. Donc, je peux dire qu'à partir de ce moment-là, toutes les actions de la Banque centrale n'avaient plus de crédibilité. Il a tenté, il a fait ce qu'il pouvait, mais à la fin de la journée, ce n'était pas le leadership approprié pour arriver à gérer la Banque centrale pour qu'on puisse avoir une monnaie qui pouvait résister contre vents et marées. Et le problème aussi pendant cette période-là, c'est que le leadership de la Banque centrale, depuis ce temps, a vendu l'indépendance de la banque.
pour plaire aux politiciens, ils étaient obligés de se mettre à genoux, de faire tout ce qu'on leur demandait de faire. Et en faisant cela, vous compromettez en quelque sorte la politique monétaire pour vous mettre en quelque sorte dans les bras donc, des politiciens, et aucune banque centrale dans le monde n'est crédible si elle ne peut pas donc dire non aux politiciens. Maintenant qu'on y est, Noël Tchani, aujourd'hui, $1, c'est à peu près 2000 francs congolais, ce qui est extrêmement grave quand même. Est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels il faut peut-être s'appuyer pour que finalement notre monnaie nationale retrouve sa propre valeur? Oui, aujourd'hui, je constate avec amertume que le franc congolais, que nous avons conçu laborieusement depuis ce temps-là, a perdu toute crédibilité. C'est devenu d'ailleurs ce que j'appelle la monnaie de singe. Pour vous en convaincre, je vous ai dit tout à l'heure que le taux de dépréciation monétaire sur cette période, sur 22 ans, est de 150 000%. Quand vous prenez le taux à l'époque de $1 égale à 1,3 francs congolais, et vous avez aujourd'hui $1 égale à 1950 francs congolais, prenez 1 divisé par 1950 francs congolais, 1950 francs congolais, vous allez trouver 0,000015. Vous arrondissez, vous trouvez $1 égal à 0. Non, 1 franc congolais est égal à 0,16 d'un dollar. Ça veut dire que la monnaie congolaise a perdu toute valeur. Et si la monnaie a perdu toute valeur, qu'est-ce que la population congolaise a dû faire depuis ce temps-là pour se protéger contre la perte des valeurs continues donc de la monnaie congolaise? La population congolaise a dû se réfugier derrière les monnaies étrangères. Aujourd'hui, je peux dire que nous étions sortis de plusieurs zones monétaires à l'époque du Zaïre pour aujourd'hui retomber dans le même piège où nous avons plusieurs zones monétaires dans notre pays. Nous avons, quelles sont les monnaies qui circulent en RDC? Nous avons le dollar, nous avons l'euro, nous avons le franc CFA, nous avons le kwacha zambien, le kwanza angolais, le shilling ougandais, le franc rwandais, le franc burundais. Toutes les monnaies des pays voisins circulent librement donc, dans notre pays, aux frontières particulièrement. Donc nous avons plusieurs zones monétaires. Or, notre Constitution, dans son article 170, dit clairement que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Donc nous sommes en violation constante et continue de notre Constitution sur le plan monétaire. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons non seulement décréter la fin de la dollarisation, la fin de la récréation, mais nous devons maintenant avoir des politiques pour restructurer l'économie, pour remettre la discipline budgétaire, remettre de la discipline dans les politiques économiques que poursuit le gouvernement, mais au-delà de cela maintenant, au niveau de la Banque centrale, faire des réformes sérieuses dans le domaine donc monétaire pour que nous puissions avoir une politique monétaire qui soit crédible et une politique d'échange aussi qui soit crédible et que la Banque centrale prêche par l'exemple. Pas qu'on ait une banque centrale qui fait des paiements en dollars et les gens se promènent en dollars donc dans notre pays, ça veut dire qu'il favorise la dollarisation. Mais nous devons avoir une banque centrale qui, quand elle dit, c'est le franc congolais qui est notre monnaie, tout le monde doit suivre. En plus de cela aussi, il faudrait que nous puissions lier les réformes de la Banque centrale et de l'économie aux réformes du secteur financier. Je m'explique. Nous avons un secteur financier en République démocratique du Congo composé de quelques banques, toutes des banques étrangères. J'ai le regret de dire, je n'ai rien contre les investissements étrangers, mais j'ai le regret de dire que les banques étrangères, telles que la Robank, et on l'a vu donc dans le procès qui est actuellement en cours, ces banques-là sont favorables à la dollarisation, violent allègrement donc la réglementation bancaire, la réglementation d'échange. Nous avons besoin d'une autorité monétaire qui supervise ces banques-là, mais nous avons besoin aussi donc d'avoir des banques dans lesquelles les Congolais, c'est-à-dire État, secteur privé ou individus, sont actionnaires pour que ces Congolais-là puissent travailler en collaboration avec la Banque centrale, qui ait une certaine symbiose, qu'on mette fin à la dollarisation et qu'on fasse la promotion de notre monnaie nationale, parce que tous les Congolais aimeraient bien retrouver cette fierté-là d'avoir une monnaie nationale qui se respecte. Alors, en son temps, l'ancien Premier ministre, Matata Mponyo, avait décidé que les fonctionnaires de l'État, tous les fonctionnaires, hein, bien sûr, soient payés en francs congolais. Il fallait que tous les marchés, les transactions s'effacent en francs congolais. Est-ce que ce n'était pas déjà quelque chose à encourager? Je suis favorable à cette idée-là de faire en sorte que tout le monde soit payé en francs congolais dans notre monnaie nationale. Mais je veux aussi qu'on aille très loin. On veut payer tout le monde en francs congolais. Il faut s'assurer que le franc congolais préserve de la valeur. Parce que si vous continuez à payer les gens en francs congolais comme aujourd'hui, et on leur dit que vous êtes payé au taux de 920 francs congolais pour $1, alors que le taux réel sur le marché est de 1950,
c'est que le gouvernement est en train de tricher, de voler la population qui travaille en payant moins que ce qu'il mérite donc d'avoir. Donc, nous devons exiger des paiements donc en francs congolais et nous devons nous assurer aussi que le franc congolais conserve de la valeur pour que quand on paye quelqu'un, c'est bien le taux du marché qui est reflété donc dans son salaire, qu'il n'y ait pas donc de perte de pouvoir d'achat par la population. Pourquoi? Parce que la Banque centrale gère mal la monnaie, ou bien pourquoi? Parce que le gouvernement n'arrive pas à respecter donc la discipline budgétaire. En son temps, l'effet Mobutu avait plusieurs fois changé des monnaies, ça s'appelait Nouveau Zaïre, il y en a Mukumbusu et tout ça, mais ça ne tenait pas. Alors, sur ces plateaux, dites-nous, quelle est cette mesure ridicule qui a été peut-être répétée par d'autres aussi, mais qui plonge toujours la monnaie nationale dans une situation chaotique? Ce qu'il faut, c'est être réaliste. Nous devons mener toute une série de mesures qui entrent dans le cadre d'une vision globale de développement du pays, parce qu'une monnaie n'est pas un élément isolé dans le contexte d'un pays. La monnaie est liée à l'état de droit, le fonctionnement de l'État donc dans un pays. La monnaie est liée aux questions sécuritaires. Il faut qu'il y ait la paix, la sécurité sur l'ensemble du pays. La monnaie est liée à la politique économique du gouvernement qui doit faire en sorte qu'on attire des investissements au lieu donc de pouvoir effrayer des investissements. La monnaie est liée à la politique budgétaire du gouvernement qui doit faire en sorte que quand on adopte un budget, on respecte ce budget-là et que les institutions vivent dans les limites donc de leurs moyens. La monnaie est liée maintenant à la vision de la Banque centrale, du leadership de la Banque centrale qui doit faire en sorte qu'on ne puisse pas faire des acrobaties pour plaire aux politiciens. Vous avez suivi lorsque on dit que le directeur du cabinet prend le téléphone, appelle le ministre des Finances et appelle le gouverneur de la Banque centrale et leur dit vous devez payer 57 millions de dollars aujourd'hui. Pardon. Quand on donne ces instructions-là, et la Banque centrale regarde dans les caisses, en tant que gestionnaire de la caisse de l'État, trouve qu'il n'y a pas d'argent, de liquidité pour payer. Donc, mais on dit à la Banque centrale, vous devez payer même utilisant les réserves d'échange. La banque aurait dû utiliser son indépendance pour dire, vous savez quoi, vous les politiciens, je veux bien le faire, on n'a pas d'argent, vous devez attendre lorsqu'il y aura de l'argent donc dans le compte. Si on arrive à bâtir l'indépendance de la banque et que la banque prend des décisions simplement qui sont justifiées sur le plan monétaire, qu'on évite des pressions politiques qui aboutissent à la sous-utilisation donc des ressources publiques, en ce moment-là, je pense que nous pouvons espérer avoir une monnaie qui maintienne de la valeur, qui ne se déprécie pas au jour le jour. Donc pour vous, la Banque centrale doit fonctionner indépendamment de politiques mises en place par ceux qui gèrent, c'est ça? Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'article 176 de la Constitution qui donne les missions qui sont révolues à la Banque centrale. On attend de la Banque de pouvoir de concevoir et de mettre en œuvre la politique monétaire qui aboutit à la stabilité donc des prix dans le long terme. On attend de la Banque de pouvoir bien gérer les réserves d'échange. On attend de la Banque de surveiller le secteur financier, d'être le superviseur de tout le secteur financier, de tout le secteur bancaire. On attend de la Banque d'être le conseiller économique et financier du gouvernement. Toutes ces missions-là, une fois qu'on les a énumérées, le législateur a pris la précaution de dire aussi que pour atteindre ces objectifs, la Banque centrale est indépendante et jouit de l'autonomie de gestion. Ça veut dire que la banque doit être en mesure de faire seulement et strictement ce qui est bien pour pouvoir mener une bonne politique monétaire et politique d'échange qui aboutit à une monnaie stable, à des prix stables. Si elle sort de ce cadre-là, elle viole son indépendance, elle fait plaisir aux politiciens et on aboutit à quoi? À la dépréciation monétaire accélérée que nous avons aujourd'hui. Donc l'indépendance que je réclame pour la Banque centrale, ce n'est pas moi simplement qui la réclame, c'est le législateur congolais qui l'a conçu ainsi dans la Constitution. Ce que nous devons faire, c'est mettre en œuvre la Constitution et respecter cette Constitution-là pour délivrer au peuple congolais une monnaie qui conserve de la valeur, une monnaie qui ne se déprécie pas tous les jours comme celle que nous avons aujourd'hui. Alors par rapport au niveau de notre économie, comme vous le savez aujourd'hui, un peu plus faible, est-ce que nous pouvons dire qu'il existe encore un miracle pour les francs congolais? Est-ce qu'on peut arriver un jour à parler 100 $ égale 500 francs congolais? Est-ce que c'est possible? Oui, il existe des possibilités pour arriver à doter le Congo d'une monnaie nationale crédible. Ces possibilités-là, nous devons nous faire violence. Il faut déjà envisager une nouvelle monnaie. J'arrive. Ces choses-là, il faut les faire dans le cadre d'une stratégie globale de développement du pays. Comme j'ai dit, une monnaie n'est pas un acte isolé dans le contexte économique d'un pays. Une monnaie s'insère dans une dynamique économique d'ensemble.
Et pour cela, nous devons avoir cette vision de développement à long terme. Moi, je vous ai proposé le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC qui ambitionne de sortir le Congo du sous-développement aujourd'hui, en faire un pays émergent en 15 ans. Maintenant, au passage, il y a plusieurs programmes à mettre en œuvre sur le plan sécuritaire, sur le plan de construction des infrastructures, sur le plan de restructuration du secteur financier, sur le plan de la mise en place d'un état des droits fonctionnels, sur le plan donc de renforcement des capacités. Il y a toute une série de programmes à mettre en œuvre. Dans ce cadre-là, et sur le plan aussi de pouvoir repenser le système bancaire. Je voudrais vous donner un exemple qui va peut-être attirer l'attention des gens. Aujourd'hui, ce matin, je lisais ce que la Banque centrale du Nigeria vient de décider. La Banque centrale du Nigeria a 52 milliards de dollars de réserves d'échange. Nous, la RDC, nous avons 1 milliard de dollars de réserves d'échange. La Banque centrale du Nigeria vient d'allouer 1,1 milliard de dollars de réserves d'échange sous forme de prêts au secteur agricole pour soutenir plus de 1 million d'agriculteurs pour qu'ils puissent produire plus et augmenter la production nationale intérieure pour arriver à réaliser ce qu'on appelle l'autosuffisance donc alimentaire. Et notre pays n'a pas cette capacité de pouvoir le faire. J'ai entendu que le FPI, le Fonds pour la promotion de l'industrie, a alloué 10 millions de dollars au secteur privé. Ce n'est pas suffisant, c'est tout petit. Donc, si nous avons une vision globale et nous luttons pour que la banque ait son indépendance, qu'on récapitalise déjà la banque, il y a des mécanismes pour le faire, qu'on récapitalise la banque pour qu'elle soit crédible, pour que les actions qu'elle puisse mener puissent arriver à réaliser donc la stabilité de la monnaie, qu'elle ait la capacité d'intervention, par exemple, sur le marché d'échange pour stabiliser la monnaie en cas donc de fluctuations, ainsi de suite. Je pense que si on a cette liberté-là qu'on donne à la Banque centrale, et qu'on relance l'économie et qu'on laisse les mécanismes normaux de fonctionnement d'un État moderne, tels que le respect budgétaire, l'orthodoxie financière, une politique économique donc cohérente. Si on fait ces choses-là, nous allons progressivement évoluer vers une monnaie qui soit crédible, qui conserve de la valeur. Maintenant, avec le franc congolais que nous avons aujourd'hui, je pense qu'il est temps que nous puissions envisager une autre réforme monétaire. Parce que nos billets de banque, il faut le dire, sont incommodes. On ne peut pas les utiliser. Quand vous avez $1, vous échangez des francs congolais, vous avez une liasse comme ça. Vous ne pouvez pas transporter tout ça pour faire donc des transactions normalement dans le pays. Si bien que les gens sont amenés à pouvoir recourir à la dollarisation parce que c'est plus pratique d'utiliser le dollar plutôt que d'avoir donc des francs congolais. Donc, envisageons de faire une autre réforme monétaire, mais cette fois-ci, qu'elle soit la dernière, qu'elle soit bien menée de façon à ce que nous puissions avoir donc cette monnaie-là, ce nouveau franc congolais qui va conserver de la valeur. Pourquoi? Parce que le reste des mécanismes dans le fonctionnement normal d'un pays, ces mécanismes seront mis en place et ils seront donc fonctionnels. Un petit mot avant de chuter, Noël Tchani, on remarque sur le marché, surtout ici à Kinshasa, généralement, des nouveaux billets, des francs congolais, sachant que la banque continue à imprimer des nouveaux billets. Est-ce une bonne chose? Est-ce que c'est parmi les paramètres qui ont contribué à la dépréciation? Et c'est pour terminer. Bien sûr que c'est une très mauvaise pratique. Et ce n'est pas donc, on n'est pas en train de soupçonner. Mais je confirme que la Banque centrale du Congo procède à ce qu'on appelle donc la planche à billets pour vous en convaincre. Rien que pour la fin du mois d'août, on avait prévu au niveau du gouvernement de réaliser un excédent budgétaire, un surplus budgétaire donc de 34 milliards de francs congolais. À la place, on a dû réaliser un déficit budgétaire de 620 milliards de francs congolais. La différence a été financée comment? La différence a été financée en grande partie par la planche à billets. La Banque centrale a allumé sa machine, on a imprimé trop de francs congolais. C'est pour ça que vous voyez tous les jours de nouveaux francs congolais en circulation. Donc la banque recourt à la planche à billets sur demande du gouvernement pour financer le déficit budgétaire. C'est une mauvaise pratique. Pourquoi? Parce que tant que nous le faisons, nous n'aurons jamais une monnaie dans laquelle nous pouvons être fiers. Une monnaie qui conserve de la valeur, une monnaie qui soit stable dans le long terme. On aura des fluctuations tout le temps sur le marché comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Et je voudrais dire que tout régime politique qui n'aura pas compris cela est voué à l'échec. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat de la population dépend en grande partie de la qualité de la monnaie que nous avons. Pourquoi? Parce que tous les salaires dans notre pays sont libellés en francs congolais. Et lorsque le franc congolais perd de la valeur, c'est chacun des citoyens congolais qui perd aussi son pouvoir d'achat. Nous devons donc mettre fin à ces pratiques-là. Merci beaucoup, Noël Tchani, économiste. On l'a si bien compris, la planche à billets, ce n'est pas une bonne pratique. Merci à vous et à très bientôt.
Merci de me recevoir à Télé 50. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur nos antennes pour la suite de nos programmes. Au revoir.